Bonjour et bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce et retail en France. Changement de format, je vous propose une petite dizaine d'interviews enregistrées en live lors du salon One-to-One e-commerce et retail à Monaco qui a eu lieu mi-mars 2024. Le One-to-One, c'est le salon incontournable du e-commerce et du retail en France, où se croisent tous les acteurs qui comptent dans le secteur. J'ai voulu creuser quelques sujets qui me tenaient à cœur, dont l'UGC, les avis, les retours, la seconde vie et la circularité, avec une pointe d'IA dans tout cela. Bonne écoute! Salut à tous, deuxième capsule que j'ai le plaisir d'enregistrer aujourd'hui au salon One-to-One. Je suis avec Guillaume Cavaroc, que vous aviez déjà entendu sur Le Panier, et qui est directeur retail et e-commerce chez Meta. Salut Guillaume, ça va? Hello, ouais, ça va bien. Donc en effet, retail, e-commerce et depuis récemment aussi des activités luxe qui font partie de l'écosystème retail, mais on va dire qui ont des enjeux un peu différents du retail traditionnel. Et oui, ça fait 7 ans maintenant que je suis chez Meta, on s'était parlé déjà il y a quelques années. Pourquoi est-ce qu'on différencie le luxe de retail? Le retail, c'est à la fois ça qui est... pourquoi est-ce qu'on le met dans une case à part, je veux dire? Oui, parce que ce sont des industries assez différentes, des marques souvent très fortes, des pénétrations par exemple e-commerce qui sont en général beaucoup plus faibles que sur de l'alimentaire ou que sur de la maison ou de la mode, on peut dire un peu plus classique. Donc voilà, qui ont des très grosses exigences sur la partie notamment créative, sur la construction de marques, sur la désirabilité à long terme. Donc on travaille aussi tous les aspects du funnel marketing avec eux, mais on va dire peut-être plus vraiment le haut de funnel, ce qu'on appelle le branding, la désirabilité, là où avec par exemple des e-commerçants ou des retailers plus traditionnels, on va aller chercher peut-être plus de performance, quoi. Exactement. Ok, hyper intéressant. 8 ans chez Meta, et Meta qui a 20 ans. Sur tes sujets, donc alors historiquement retail, e-commerce et maintenant le luxe, tu peux me dire un peu d'où on vient, où on est, où on va? Ouais, comme tu dis, Meta a 20 ans. Moi, quand je suis arrivé il y a 7-8 ans chez Meta, c'était une entreprise complètement différente d'aujourd'hui, de par sa taille, de par les produits. Depuis, entre-temps, on a intégré WhatsApp, Instagram. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment transformer aussi la boîte, c'est tout le travail et notamment toute la recherche qu'on fait autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc Meta a 20 ans, la première utilisation de l'IA chez Meta, c'était il y a 18 ans, c'est-à-dire en 2006, pour la première fois, il y a une recommandation qui est apparue sur un fil d'actualité ou autre qui était powered by AI. Ce taux-là, il augmente en permanence et aujourd'hui, l'IA, elle est vraiment au cœur d'absolument tous les sujets chez Meta. Les sujets de modération, les sujets de recommandation algorithmique, que ce soit toi le contenu que tu vois de tes amis, de ta famille ou autre, mais également la diffusion des publicités. On y reviendra peut-être parce qu'aujourd'hui c'est l'enjeu clé de tous les annonceurs sur Meta. C'est aujourd'hui ce qui va se déployer de plus en plus dans les plateformes de messagerie comme Messenger ou WhatsApp avec des agents conversationnels qui vont arriver. On est en train de tester aux États-Unis ce qu'on appelle des Meta AI, donc des agents conversationnels à qui on peut poser des questions, à qui on peut faire créer du contenu comme de la photo par exemple ou autre. Et puis ça reste aussi l'IA, les technologies sous-jacentes de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et donc du métaverse qui n'est pas mort, qui continue à se construire, sur lequel on continue à investir beaucoup de temps. Mais voilà, l'IA est vraiment au cœur de tous nos produits. On investit d'ailleurs, cette année, on va investir entre 30 et 37 milliards de CAPEX. Ça représente quasiment 25% du chiffre d'affaires de Meta. En IA. En IA. Alors ça compte, c'est du CAPEX, donc c'est aussi toute l'infra, les fameuses GPU dont on parle beaucoup, qui donnent la puissance de calcul pour notamment entraîner les modèles, comme notre LLM Llama par exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment ça en fait la transformation entre Meta il y a 8 ans et Meta aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui l'IA est au cœur de tous les produits pour les utilisateurs et pour les annonceurs. Et donc aujourd'hui, quand on parle avec des retailers, des e-commerçants ou même des grandes maisons de luxe, le sujet, on voit bien que l'IA, c'est pas une mode, c'est en train de transformer toutes les industries dans tous les secteurs. Donc leur première question, c'est comment en fait je peux utiliser moi en tant qu'annonceur l'IA sur les plateformes comme Facebook ou Instagram. Et donc là, on a développé un produit qui s'appelle Meta Advantage, mais en fait qui permet de bénéficier de toutes on va dire les optimisations
liées à l'intelligence artificielle, sur les audiences, sur les formats créatifs, sur vraiment l'automatisation de la diffusion qui permet, d'apporter plus de performance et deux, de gagner aussi en productivité. Parce qu'aujourd'hui, on fait moins de campagnes, mais plus larges, plus grosses et plus efficaces. Donc on fait confiance à l'algo et l'IA pour diffuser au bon endroit, au bon moment, aux bonnes personnes. Exactement. Il y a avec le message. Ouais, exactement. Avec certaines, tu vois, si je te prends un exemple qui est assez symptomatique, c'est avant, on faisait beaucoup de tests, on se disait sur les audiences, est-ce qu'il vaut mieux que je cible, je suis une marque de cosmétiques pour femmes, donc je vais surtout cibler les femmes, et puis je vais faire des A/B testing pour savoir si c'est plutôt les femmes de plus de 30 ans ou de moins 30 ans qui convertissent le mieux sur mes plateformes. Aujourd'hui, le but, c'est on va cibler l'audience la plus large possible, parce que même si mon audience majoritaire est féminine, en fait, il y a des moments de l'année où on va être dans le cadeau ou autre, et où il va y avoir par exemple beaucoup d'hommes qui vont acheter ce type de produit, et on va vraiment laisser l'algorithme aller chercher tout potentiel client que parfois on aurait par défaut dans une audience contrainte pas ciblée. Pareil pour les formats créatifs. En fait, on se dit, est-ce que vaut mieux faire de la vidéo? Est-ce qu'il faut mieux faire des formats statiques? Est-ce qu'il faut mieux faire des formats en réalité augmentée? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. La meilleure réponse, c'est de se dire, faisons le plus de formats possible, mettons-les tous dans l'algo. Et en fait, peut-être que le format statique, moi, je suis plus appétant à ce type de format. Il y en a d'autres, les jeunes, par exemple, qui vont être très appétents sur le format des Reels, les fameux réels, donc ces vidéos courtes qui cartonnent en ce moment chez nous. Le format Reels et vidéos, globalement, en Q4, c'est plus 25% de temps de consommation par rapport à l'année d'avant. Et chaque jour, il y a 3,5 milliards de reels, donc de réels. Je sais pas s'il faut le prononcer à la française ou à l'anglaise. Voilà, nous on dit réels. Oui, mais j'ai des gens parfois qui me disent j'ai fait un réel ce week-end. Ok. Donc sur les reels, c'est 3,5 milliards chaque jour qui sont partagés. Donc en plus d'être un contenu qui est consommé par les gens, c'est un contenu aussi très engagé parce qu'il est énormément partagé. Et donc ça, en fait, si j'ai des formats en tant qu'annonceur au format reels, et ben automatiquement, il va aller peut-être diffuser ça sur les audiences plus jeunes ou les gens qui consomment plus les reels. Donc le sujet, c'est vraiment de se dire, ouvrons au maximum le plus de formats créatifs, les audiences les plus larges possibles. On se pose plus la question, est-ce que je dois diffuser sur Facebook ou Instagram? Encore une fois, c'est l'algorithme qui va définir que moi, peut-être, on me touche plus facilement sur Facebook que sur Instagram, et plus facilement en stories que dans mon fil d'actualité. Et donc ça, encore une fois, à la fin, c'est du temps gagné, de la productivité et aussi beaucoup d'efficacité, puisque ces campagnes-là qu'on appelle Meta Advantage Powered by AI, désolé, ça fait beaucoup d'anglicisme. En moyenne, on voit une réduction des coûts sur ces campagnes, ce qu'on appelle le CPA, donc le coût par action à la fin, qui baisse de 17%. Et on a des exemples sur des marques, Redoute, ils voient moins 25%, Decathlon moins 29%, et il y a certains annonceurs où on monte jusqu'à moins 40 ou moins 50% de réduction des coûts par rapport aux campagnes classiques qui n'utilisent pas l'IA. Grâce à l'IA. Je reviens sur les Reels, les réels. C'est ouf, plus 25% et 3,5 milliards. Ouais. C'est ce que tu as dit, ouais. Partagés chaque jour. Partagés, c'est des centaines de milliards de réels de Reels, excuse-moi, qui sont consommés chaque jour. 3,5 milliards qui sont partagés. Et surtout, on voit que ça a beaucoup d'impact puisque 79% de la Gen Z, donc 18-24, déclarent avoir acheté un produit ou un service suite à la vue d'un Reel. Donc on voit aussi que ça a de l'impact, que ce soit sur des marques ou autre. Guillaume me voit sourire parce que je souris parce que moi j'ai déjà acheté en voyant des reels. Je suis jeune dans ma tête, c'est pour ça. Exactement. Hyper intéressant. Qu'est-ce que le contenu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu conseilles aux marques quand ils font des reels? En fait, plus que de trouver la fameuse martingale créative, ça, il y a des gens beaucoup plus créatifs et beaucoup plus spécialistes que moi pour donner des recos là-dessus, mais vraiment la clé, c'est la diversité créative. Tu peux avoir créé un reel, tu penses que c'est le meilleur, ton DA, il en est fan, etc. Ça marchera toujours moins bien que ce reel et d'autres. Et en fait, tu les mets tous dans la plateforme. Et encore une fois, peut-être que moi, je serais plus appétant sur un truc ultra dynamique, je sais pas quoi, sur un format très court, 3 secondes, alors que t'en as qui sont prêts à regarder 5 ou 10 ou 15 secondes ou autre. Donc, plus important que quel type de créa il faut créer, entre guillemets, c'est la diversité des formats créatifs. La différence, l'algorithme, il est le même pour tout le monde. Par contre, ce que je donne à manger à la machine, le fameux, le in, tu vois, quand on dit souvent shit in, shit out, si je lui donne pas beaucoup de formats créatifs ou des mauvais formats créatifs,
il y a beau avoir la meilleure IA derrière, ça va pas être des campagnes qui vont performer. Si je le nourris de beaucoup de formats créatifs, et ben derrière, il va vraiment pouvoir apprendre et comprendre que sur telle audience, c'est le reel numéro 1 qui fonctionne le mieux, sur telle audience, c'est le catalogue produit automatisé qui fonctionne le mieux. Donc c'est vraiment moi, si je dois insister sur un truc, c'est plutôt la diversité des formats qui fait derrière la performance. Donc maximiser le nombre de formats avec des formats très différents, plus ou moins impactants, plus ou moins rapides, plus ou moins longs, plus ou moins courts. Exactement. Ok, et laisser la machine faire son travail. Ok, hyper intéressant. On avait parlé la dernière fois que tu étais venu sur le panier, et super épisode que je vous recommande, chers auditeurs, de WhatsApp Business et de catalogue. Alors les catalogues, on en avait déjà bien parlé. WhatsApp Business, on en est où ? Le business messaging devient vraiment important pour beaucoup de marques. Ouais, ça avance. Alors il y a toujours un peu cette dichotomie, je trouve, entre la France ou les pays européens et certaines d'autres régions dans le monde, comme par exemple l'Asie ou l'Amérique latine. Quand on regarde WhatsApp en Inde, au Brésil, les usages C2C et B2C sont absolument incroyables. Mais depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, en France, ça prend bien. On a des use cases super intéressants. On a par exemple Air France sur WhatsApp qui utilise ça pour du service client, qui développe aussi des campagnes marketing sur WhatsApp. Je suis assez persuadé que tout ce qu'on voit arriver avec les LLM, que ce soit les ChatGPT, nos LLM à nous, type Llama 2 ou autres, vont absolument révolutionner la manière dont on interagit sur ces plateformes, parce que pendant assez longtemps, les chatbots, c'est vrai, ça fonctionnait, mais on peut pas dire que c'était la panacée. Non, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Entre nous. Un arbre décisionnel un peu idiot. Voilà, exactement. Ça allait bien pour demander à quelle heure le magasin était ouvert, mais il fallait pas lui demander quelque chose. On voit bien aujourd'hui que les LLM, ça transforme tout ça. Et donc nous, typiquement, on a lancé, là c'est en test aux États-Unis, donc Meta AI, donc qui est un agent conversationnel générique. Et puis derrière, on l'a décliné en un Meta AI qui est chef cuistot, un prof de sport, un agent de voyage, etc. Et lorsqu'on voit les conversations qu'on peut avoir avec eux, moi j'ai fait le test, j'ai la chance en tant qu'employé Meta d'avoir accès là-dessus, même si c'est pas encore développé en Europe. L'agent de voyage, c'est assez incroyable ce qu'il fait en termes de recommandations. Hein. Puis plus on le pousse, plus il va loin, etc. et tout. Donc on voit bien que ça va venir transformer les usages, exactement, et que les entreprises vont pouvoir. Alors toujours, il y aura des protocoles de transfert. Peut-être qu'à un moment, il faudra que ce soit des agents humains derrière qui répondent sur certaines problématiques. On a vu par exemple chez Club Med aujourd'hui, le bouton WhatsApp, il est disponible directement sur le site internet, et quand vous voulez réserver dans un resort, vous pouvez cliquer dessus et directement engager une conversation avec WhatsApp. Donc là, c'est de la pré-vente. Voilà, on voit que ça va très bien, donc sur du marketing, sur du service client, sur de la pré-vente par exemple dans le travel ou autre. Et donc les usages viennent, les utilisateurs aussi s'aperçoivent de plus en plus qu'il est possible d'engager des conversations, et des conversations efficaces avec les marques. Donc au final, on va créer un cercle vertueux. Cool. Pour finir, j'aimerais bien que tu commences une phrase par « on va pas se mentir ». On va pas se mentir, l'IA c'est pas une mode, c'est là pour rester. Donc ceux qui sont pas encore dessus, il faut s'y mettre très vite. La chance qu'on a nous, c'est qu'on a créé entre guillemets des produits qui permettent de bénéficier de toute la force de l'IA sans rien y connaître. Après, je pense que chaque boîte réfléchit à où est-ce que l'IA peut lui amener de l'efficacité, de la performance, des gains de temps, etc. Mais en tout cas, sur les plateformes Meta, c'est relativement simple de bénéficier du pouvoir de l'IA et de gagner du temps et de la performance sans, entre guillemets, être un expert en IA. Ce qu'on est aujourd'hui, clairement pas tous, moi le premier. Guillaume, merci infiniment. Vous retrouverez Guillaume sur LinkedIn, Cavaroc, C-A-V-A-R-O-C, si vous voulez poursuivre la conversation. AI.meta.com pour aller voir le portail intelligence artificielle. Et merci à toi. Bon salon. Merci, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.